Bonjour, bienvenue dans Igloo on Air, le Mac de l'habitat. Une nouvelle saison, c'est le lancement de la saison 6, 214e émission. Une émission particulière, une émission spéciale pour le lancement de cette 6e édition avec un invité de marque, de Michel Maffesoli, qui va nous parler en tant que sociologue de l'habitat au sens large. J'ai beaucoup de questions à vous poser. Monsieur Maffesoli, j'aimerais déjà dans un premier temps vous présenter. Donc vous êtes né le 14 novembre 1944, vous êtes marié, vous avez 4 enfants. Vous êtes, alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, il y a encore un peu de personnes qui ne vous connaissent pas. Hein. Donc pour cela, membre de l'Institut universitaire de France, professeur émérite à la Sorbonne, directeur du Centre d'études sur l'actuel et le quotidien, directeur du Centre de recherche sur l'imaginaire, administrateur du CNRS, membre de l'Académie européenne des sciences et des arts. Vous êtes sociologue et vous avez développé un travail autour de la question du lien social communautaire, de la prévalence de l'imaginaire et de la vie quotidienne dans les sociétés contemporaines, contribuant ainsi à l'approche du paradigme postmoderne. J'espère qu'on n'a pas perdu déjà trop d'auditeurs, mais on va en parler dans un deuxième temps. Alors vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, dont Le temps des tribus, extrêmement connu, L'ordre des choses. Vous avez récemment publié en 2022 L'ère des soulèvements, que j'ai eu le plaisir de lire, le voici. En 2023, il y a eu Le temps des peurs. Je l'ai lu aussi. Vous voyez ? Je suis assidu, monsieur Maffesoli. Donc, Le temps des peurs, je l'ai dit. Logique de l'assentiment. Et le dernier en date, Le Grand Orient, qui vous a valu quelques inimitiés et controverses, on doit le dire, ainsi qu'une publicité relativement importante sur les réseaux sociaux, mais pas que. Vous avez un franc-parler et une liberté d'expression qui vous est cher. Votre qualité principale est tout de même d'avoir épousé une Alsacienne, et rien que pour cela, vous avez tout notre respect et notre compassion. Et pour toutes ces raisons, nous sommes très heureux de vous recevoir pour parler d'habitat, sous l'œil avisé du sociologue que vous êtes. Donc j'étais un tout petit peu long, mais vous avez un âge, vous avez fait énormément de choses dans votre vie. Alors c'est assez amusant parce que quand on a préparé l'émission, je vous ai sollicité en disant j'aimerais bien que vous veniez dans cette émission Igloo on Air qui traite de l'habitat, de thèmes assez particuliers, parfois techniques, etc. Et là, je voulais qu'on prenne un petit peu de hauteur, même beaucoup de hauteur, et je voulais que, en tant que sociologue, vous nous donniez votre point de vue sur la société. Et c'est assez amusant parce qu'au début, vous m'avez dit, mais je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à dire sur la thématique du logement et de l'habitat. Et j'ai dit, contrairement à ce que vous pensez, je pense que vous avez énormément de choses à nous dire. Alors, en guise d'introduction, vous évoquez dans votre livre L'ère des soulèvements, le fait que nous sommes entrés dans une période de transition entre deux époques. D'un côté, l'individualisme, le rationalisme, le productivisme, pour glisser vers le tribalisme, l'hédonisme, le présentéisme et le nomadisme. Ce sont des notions qui peuvent être assez abstraites pour nos auditeurs. Est-ce que vous pourriez les résumer en quelques phrases ? Tout d'abord, vous m'avez dit que je suis sociologue. Je l'ai été. Je suis du Midi et ma grand-mère disait il n'y a que les cornichons qu'on met dans des bocaux. Donc j'ai essayé de ne pas être un cornichon. Ayant fait mes études à Strasbourg, je les ai faites sous la direction de Julien Freund, qui était en effet sociologue, et Lucien Braun, tous deux décédés, qui étaient philosophes. L'un m'a amené rencontrer Carl Schmitt et l'autre Heidegger. Voyez. Donc ma position était, j'en sais rien, sociologue ou philosophe. Encore une fois, je suis un spécialiste de l'universitas, c'est-à-dire, dans le vrai sens du mot, ne pas être vocalisé, si je puis dire. Voilà. Alors, en effet, c'est un de mes dadas théoriques de longue date, de rendre attentif au fait que nous ne sommes plus dans cette époque qui a marqué depuis le XVIIe siècle nos vies en société et qu'il est convenu d'appeler modernité. Oui. Voilà. Et donc, alors cette modernité, les 3 points que vous avez soulignés me paraissent être les pivots à partir duquel se sont structurées toutes les institutions. Ce grand philosophe qui était Michel Foucault a bien montré que c'est au XIXe siècle qu'on tire les conséquences du XVIIe, le cartésianisme, cogito ergo sum, je pense donc je suis, c'est ça l'individualisme épistémologique. Oui. La réforme protestante à peu près à la même époque, qui est la déchirure en quelque sorte de la tunique du Christ. Et c'est le début de toutes les guerres qui vont suivre à partir de ce moment-là. Et puis la philosophie des Lumières, Rousseau, c'est l'individualisme. Voilà, individualisme philosophique, religieux, politique. Et que c'est sur cette base que va s'élaborer, en effet, dans cette époque moderne, le grand rationalisme, le progressisme, voilà les points
qui sont importants et qui, puisque j'ai cité Foucault, structurent la société. Moi, de mon point de vue, il y a une saturation de cela. Ou plus exactement, ces valeurs continuent d'exister dans la société officielle, celle qui est en voie de décadence, de mon point de vue, mais qui reste officielle. Et par contre, il y a lieu d'être attentif, et ça a été mon propos, à la société officieuse, ce qui est en train de naître, en particulier ces jeunes générations, qui ne se reconnaissent pas dans ce trépied-là que je viens d'indiquer. Et par contre, là encore, j'essayais de montrer, vous avez cité le temps des tribus, que c'était le nous et pas le je qui allait prévaloir, que c'était plus simplement le rationalisme, ce que j'appelais la raison sensible, le rôle de l'émotionnel. Là encore, il faut revenir à Max Weber et à la pensée allemande qui nous a indiqué qu'est-ce qui signifiait le Stimmung, l'ambiance dans laquelle on baigne, et que c'était plus le progressisme, mais ce que je vis ici et maintenant, le présentéisme. Voilà les trois pivots, le glissement d'un pivot qui a marqué la modernité, quelque chose d'autre qui est en train de naître, que faute de mieux on appelle la postmodernité, et entre ces époques qui durent 3-4 siècles, il y a des périodes, ce que nous vivons, un peu crépusculaires, où, dans le fond, on pressent ce qui est en train de s'achever, on ne fait que balbutier sur ce qui est en train de naître. On sent bien qu'il y a cet entre-deux qui est en train d'émerger. Est-ce qu'on arrive à adresser ou une période, combien de temps ça dure, cette transition-là, avant de basculer vers l'après ? J'ai souvent dit que les époques, c'était 3-4 siècles. Une période, c'est quelques décennies. Voilà. Et c'est ce que nous vivons. Moi, je pense que c'est à partir des... C'est intéressant de voir. C'est à partir des années 50 déjà. Vous voyez, l'architecte Roberto Venturi qui crée de l'ambiguïté en architecture et qui a montré qu'en quelque sorte, on ne peut plus se contenter du Bauhaus, Niemeyer, Le Corbusier, une architecture et un habitat qui étaient en angle droit. Et en 1950, de l'ambiguïté en architecture. C'est ça le postmodernisme architectural. Et par après, certains, Baudrillard, moi-même, ou Lyotard, d'abord Lyotard, rendons à César ce qui lui revient, Baudrillard et moi-même, avons appliqué à la société cette thématique du postmodernisme architectural. Voilà. Mais encore une fois, c'est à l'état naissant, cela. Comme toute période intermédiaire continue d'exister, j'ai bien dit d'une manière officielle, c'est-à-dire, encore une fois, ce qui représente le pouvoir institutionnel, ces valeurs modernes. C'est les élites, il faudra en parler d'ailleurs. On en parlera à la fin, on y reviendra. Oui. Et puis, voilà, il y a quelque chose qui est là à l'état naissant, ce qui est une statu nascendi, qui me paraît important, c'est le début de toute renaissance. Voilà, c'est mon sentiment. Alors, vous avez parlé d'architecture, ce qui me permet d'avoir une transition sur la notion de l'habitat. Vous, quel regard vous portez en tant que sociologue sur la place de l'habitat dans la société d'aujourd'hui, notamment après ce qu'on a vécu, la période Covid, ce que l'on vit actuellement, cette forte inflation, l'urgence climatique, l'habitat est au centre des préoccupations. Quel est le regard que vous avez, vous, en tant que sociologue ? Je vais vous répondre. Mais il ne faut pas me poser une question sur le Covid, en général, parce que je considère que c'est une psychopandémie et pas une vraie pandémie. Je m'en suis expliqué, je crois, dans l'ère des soulèvements. Exactement. Avec ce qui suscite toute une série d'hystéries. Et cette hystérie vient quand ton pouvoir est en fin de course, il devient intolérant et impose toute une série de choses, la muselière, les gestes barrières, l'isolement, etc. Voilà. Je sais que c'est un sujet qui vous est cher, on y reviendra peut-être à la fin, mais revenons sur l'habitat. Je ne vais pas aller plus avant. Revenons sur l'habitat. Mais sur l'habitat, oui, le mot me paraît intéressant. Et vous savez que j'ai fait ici mes études, en particulier sur Heidegger. Et ce thème de l'habitat chez Heidegger, c'est que justement, l'habitat n'est plus une simple fonctionnalité, ne s'inscrit pas simplement dans l'utilitarisme, qui a été la grande marque moderne, mais au contraire l'importance du territoire, du terroir. Ces mots territoire, actuellement, ces politiques qui n'ont rien à dire, s'emploient à employer ce mot territoire. Oui. Voilà. Mais quand on gratte, il n'y a rien derrière. Mais par contre, le mot territoire, pour moi, signifie quelque chose, c'est-à-dire l'homme habite en poète. Voilà mon hypothèse, fondamentalement. Et qui est en train de revenir cette dimension du qualitatif de l'existence. La modernité, ça a été le quantitatif, matérialisme historique, l'économicisme. Moi, je suis frappé, et ce furent mes études auprès des jeunes générations, qu'il y a cette dimension qualitative de l'existence. Quand je dis l'homme habite en poète, c'est-à-dire que de fait, ce n'est plus simplement la fonctionnalité, l'utilitarisme. Voilà la grande piste. Après, voir comment cela se décline, c'est autre chose. Ça veut dire que selon vous, on revient à une notion plus de frugalité, de simplicité, de juste d'habiter au sens propre du terme ? Oui, vous savez, je voulais vous le dire
avant toute chose, une de mes hypothèses que j'ai pas encore assez développée, si j'ai encore le temps, j'écrirai encore un ou deux livres là-dessus, c'est que dans ce changement d'époque, on quitte le temps pour revenir à l'espace. Si je prends les deux catégories de Oui. Kant, d'Emmanuel Kant, temps et espace. Et on voit bien comment toute la modernité a fonctionné sur cette idée d'histoire, la philosophie de l'histoire à la manière de Hegel. Demain, on rasera gratis. En gros, les lendemains qui chantent, c'est-à-dire la société parfaite est à venir, le paradis terrestre. Ça, c'était le temps. Et c'est l'expression du politique. Moi, je considère que le politique est fini, ou il est transfiguré, enfin, dans le sens habituel du terme. Et c'est là où on va revenir l'espace, le territoire, le terroir. Et c'est cette thématique, alors qui vous est chère, j'en suis sûr. En tout cas, c'est une thématique qui, de mon point de vue, va être la grande caractéristique de l'époque. D'accord. C'est-à-dire ce retour à l'espace. On y reviendra, à l'enracinement. À la racine. Le logement est considéré comme étant un besoin primaire, élément commun à la majorité des individus de cette planète, mais il répond aussi à un besoin de sécurité ou encore à un besoin statutaire. Selon vous, est-ce que le logement, c'est toujours un élément structurant d'un côté du point de vue de la société et puis d'un autre côté du point de vue des structures familiales très souvent déstructurées à l'heure actuelle. Sur ces deux axes, les structures familiales, il y a, je dirais, un familialisme maintenant. C'est-à-dire que, de fait, quand le Code napoléonien s'élabore, un couple qui se marie à 20 ans d'âge, 20 ans de vie commune. Maintenant, on sait bien que ce n'est plus tout à fait le cas, qu'il y a une variation dans les amours. Et donc, du coup, cela renvoie à autre chose pour l'habitat. Moi, je dirais que l'habitat, par rapport à votre question, ce ne sera plus pérenne. Mais au contraire, quelque chose qui fait qu'on va virevolter d'endroit à l'autre. Vous savez, vous l'avez souligné que mon propos et cette idée du tribalisme, c'était une métaphore, c'est une provocation de ma part à l'époque, quand j'étais provocard, je voulais appeler en avant pour montrer que ce n'était plus une société bien stable, mais au contraire des variations de tribus. Or, maintenant, j'en reviens à une idée très simple qui devrait vous intéresser concernant la ville. C'est que la tribu, c'est essentiellement le partage d'un goût musical, religieux, sportif, sexuel, et que donc la structuration de l'espace, elle va se faire à partir de ses goûts. Moi, je vois, à Paris où j'habite, eh bien, on voit bien que c'est en fonction de tel goût qu'il va y avoir des restructurations au sein même de la ville. Le quartier latin, le marais pour les homosexuels, tiens, ma largue à fourcher. Vous voyez, quelque chose de cet ordre qui montre bien que, vous comprenez ce que je veux dire, c'est en fonction de goûts spécifiques, c'est ça le tribalisme, fondamentalement, qu'il va y avoir le logement. On va varier. C'est le mot auquel je veux vous rendre attentif, ce n'est plus quelque chose de pérenne. Quand on voit les appartements haussmanniens de la fin du 19e, ces grands appartements, si vous voulez, qui caractérisaient, pour ce que je connais à Paris, eh bien actuellement, compte tenu du fait qu'un Parisien sur deux est célibataire, on va les restructurer différemment, ces appartements, en faisant des studios, des petits appartements, etc. Vous voyez, il n'y a plus cette pérennité qui était celle de la famille bourgeoise et stable, par exemple, si je prends cet exemple haussmannien. Donc voilà, oui, bien sûr, le logement va toujours exister, mais en même temps, soyons clairs, c'est ça mon problème d'époque. Ça prend une forme différente, et la forme est formante. Avec la grande difficulté que, par définition, le logement est plutôt immobile, avec cette difficulté justement de le faire évoluer aussi rapidement que peut évoluer la société. Vous avez parlé des tribus et puis du marketing des tribus, comme vous l'appelez. Est-ce que le marketing des tribus, et je renvoie à la majorité des auditeurs à cet excellent livre, qui date d'il y a 20 ans, à peu près. Je ne sais pas compter, il faut que je compte sur les mains. Il est paru en 1988. 88 et j'allais dire 1800 quelque chose. Non, 1988. 1988. Et toujours d'actualité. Donc, est-ce que le marketing des tribus, comme vous l'appelez, il s'appliquerait aussi au logement ? Oui, le marketing de tribus, c'est pas de moi. Moi, j'ai analysé le temps des tribus. Après, ça a été réutilisé bellement et justement, d'ailleurs, pour montrer que on ne pouvait penser le marketing en général qu'en fonction de ce que les appellent des cibles. Encore une fois, en fonction des goûts que j'ai indiqués. Il y a des cibles que ça. Ben oui, pour le logement, par rapport à ce que vous venez de dire, j'insiste.
vous ne m'avez pas bien compris. C'est-à-dire je sais bien que le logement va être important, et reste important. Hein, c'était la tente, c'était la caravane, on voit bien qu'il y a toujours quelque chose de cet ordre où il faut s'abriter, en quelque sorte, si je puis dire. Hein. Mais il va être variable. Et c'est ça, vous voyez, quand je disais, c'est pas pérenne. Hein, c'est-à-dire que, bien sûr, il faut acheter. Moi, je vois, moi-même, mes enfants ont acheté leur logement et puis ils vont changer rapidement. Ils ont changé rapidement. Oui. Vous voyez. Alors voilà, c'est un peu cette idée-là qu'il faut avoir à l'esprit pour se rendre compte que ce n'est plus, en gros, le progressisme, le futur, la longue durée. Hein, vous avez compris, qui était pour moi la marque de la modernité. Et là, au contraire, c'est ce que j'appelle l'instant éternel. Oui. Hein, c'est-à-dire le passage d'une conception du temps chronos, soit longue durée, à cette image qu'on ne connaît pas très bien en France, qui est l'autre mythe du temps, c'est Kairos. Et Kairos, c'est quoi? C'est un dieu chauve. Il faut l'attraper sur le moment parce qu'on ne peut pas le saisir dans les cheveux quand il a tourné les talons. J'ai appelé cela, moi, l'instant éternel. Donc le logement ne va pas échapper à cela. Vous voyez, c'est-à-dire, en gros, une espèce de succession, hein, de variations. Et pour moi, c'est ça, le nomadisme. Est-ce que vous pensez que finalement, cette réflexion sur le logement, donc sur l'urbanisme, donc sur l'aménagement du territoire, c'est une prise de conscience qui a été... cette prise de conscience, elle a été faite par nos élus, à votre avis? Elle a été faite, je vous le dirai, je pensais vous le dire un peu plus loin. C'était peu importe, allons-y, c'était la politique de la ville. Oui. Hein, moi, j'étais assistant à l'époque, au début de ma carrière à Grenoble. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Dubedou, qui était le maire de la ville. Et pour tout vous avouer, je ne vous l'ai pas dit, j'ai commencé ma carrière comme assistant à l'Institut d'urbanisme à Grenoble. Ah ben voilà, ça vous l'avez caché, vous voyez. Alors que j'avais rien à faire avec l'urbanisme et l'urbanisation, mais le hasard de la vie a fait que j'avais été choisi comme étant un bon théoricien dans cet urbanisme. Et Dubedou était celui qui avait fait une politique de la ville. Ça n'a pas marché. Hein, la Villeneuve, ça s'appelait la Villeneuve par exemple, etc. Moi, ça m'avait intéressé, tout simplement parce qu'il y avait ce côté purement rationnel, alors que ce qui va être en jeu, et voilà ma réponse, c'est un urbanisme qui va être de plus en plus empathique. Et l'empathie, c'est pas simplement rationnel. Oui. C'est un mot qui devient de plus en plus à la mode en France. Einfühlung, hein, c'est cette belle idée allemande, de la philosophie allemande, c'est-à-dire, dans le fond, des vibrations communes. Voilà, c'est un peu difficile à penser, mais c'est à fonction de ces vibrations, encore une fois, que ça se cristallise dans l'appartement, étant entendu qu'on va varier d'un appartement à l'autre. Et c'est un sujet qu'on va retrouver dans nos deux autres parties, puisqu'on a terminé sur cette première partie. Donc, monsieur Maffesoli, je vous remercie encore, et puis je donne rendez-vous à tous les auditeurs pour suivre la deuxième partie de cette extrêmement intéressante interview. On lance la 6e saison. Après 5 saisons, on a eu plus de 1 500 000 auditeurs, donc on est très content de ce succès. Et pour le lancement de cette 6e saison, on a un invité de marque, en la présence de Michel Maffesoli, pour l'émission numéro 214. Michel Maffesoli, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir dans Igloo, le Mac de l'habitat. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, pour vous présenter rapidement, vous êtes né le 14 novembre 1944, vous êtes marié, vous avez 4 enfants, vous êtes... Alors attention, la liste est longue. Membre de l'Institut universitaire de France, professeur émérite à la Sorbonne, directeur du Centre d'études sur l'actuel et le quotidien, directeur du Centre de recherche sur l'imaginaire, administrateur du CNRS, membre de l'Académie européenne des sciences et des arts. Vous êtes sociologue et philosophe, et vous avez développé un travail autour de la question du lien social communautaire, de la prévalence de l'imaginaire et de la vie quotidienne dans les sociétés contemporaines, contribuant ainsi à l'approche du paradigme postmoderne. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages dont Le temps des tribus et l'ordre des choses, vous avez récemment publié en 2022 L'ère des soulèvements, que je vais montrer tout de suite à la caméra. Voilà, page de pub quand même. En 2023, c'était Le temps des peurs, Logique de l'assentiment, et le dernier en date, Le Grand Orient, qui vous a valu quelques inimitiés et controverses, ainsi qu'une publicité relativement importante sur les réseaux sociaux, mais pas que. Vous avez un franc-parler et une liberté d'expression qui vous est chère. Votre qualité principale est tout de même d'avoir épousé une Alsacienne. Et rien que pour cela, vous avez tout notre respect et notre compassion. C'est pour toutes ces raisons que nous sommes très heureux de vous recevoir pour parler d'habitat sous l'œil avisé du sociologue et philosophe que vous êtes. Donc on attaque tout de suite cette deuxième partie. Je rentre dans le vif du sujet par une question qui a une tendance de fond.
où tout commence à être considéré comme produit, tout produit commence à être considéré comme service. Je prends l'exemple de la voiture. Et je souhaitais revenir sur les déclarations de Klaus Schwab, le président du Forum économique mondial, qui a dit « Vous ne posséderez rien et vous serez très heureux ». Alors voici ma question concernant la notion de propriété de son logement. Est-ce que cette notion n'est pas finalement vouée à disparaître totalement ? Bon, moi, j'ai rien à faire avec Monsieur Klaus Schwab. J'ai même plutôt une certaine haine, alors qu'en général, je suis plutôt pour une neutralité axiologique absolue. Il n'en reste pas moins que, voyez-vous, je considère que la propriété a fait son temps. C'est la suite logique ou la cause et l'effet de cet individualisme dont j'ai dit qu'il était la grande marque, en quelque sorte, de la modernité, et que ce qui va être de plus en plus important, et voilà le glissement que je propose, non plus la propriété, mais l'usage. Et l'usage nous renvoie à des attitudes qui étaient pré-modernes. Je ne sais pas, moi, c'était le banc, le banc constitutif de petites propriétés, les petits jardins, une constitution, je dirais, puisque vous avez cité mon livre sur le Grand Orient, une constitution en mosaïque. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une cohésion, mais chaque pièce garde sa structure, sa configuration, sa couleur, etc. etc. Alors voilà, moi je ne sais pas si ce que je dis est intéressant ou ça signifie quelque chose, mais il me paraît que c'est plutôt les appropriations d'espace qui vont prévaloir de plus en plus que cette espèce d'enfermement dans la propriété, qui était un vrai enfermement, une espèce de forteresse dans laquelle on vivait et on mourait plus rapidement qu'on pensait d'ailleurs. Alors si je peux me permettre de rebondir sur ce que vous venez de dire, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, imaginons à grande échelle que l'on ne soit plus que dans l'usage de sa propriété bâtie, de son logement. Ça voudrait dire qu'il faut quand même qu'une personne possède. Et cette personne qui peut posséder, il y a deux façons de faire. C'est où on vient au communisme, c'est-à-dire que c'est l'État qui possède et qui loge les gens, ou de grands fonds de pension ou grands propriétaires fonciers terriens qui sont à une poignée de personnes propriétaires d'eux et qui mettent l'usage au profit de tout un chacun. Est-ce que cette notion, elle ne renvoie pas à ce que vous n'aimez pas, c'est-à-dire une élite qui redevient élite et toute puissante avec une capacité éventuellement de faire la pluie et le beau temps vis-à-vis de tous ces gens-là dont elles sont, elles, les propriétaires de leur logement? De toute façon, moi, je n'ai pas dit que je n'aimais pas les élites. Chaque société a des élites. Je dis uniquement que celle qui est là n'est plus en phase. Bon, ça, c'est autre chose. Mais est-ce que ce ne serait pas un risque ? Mais oui, mais il ne faut pas avoir peur du risque. C'est toujours cette belle idée ésotérique, ordo ab chaos. C'est toujours quand il y a du chaos qu'il va y avoir un ordre. Moi, c'est mon hypothèse dans les périodes intermédiaires. En quelque sorte, ça grouille, ça fourmille. Et puis ça. Non, mais c'est pas ça. Le vrai problème qui est important, ce que vous dites, oui, c'est-à-dire que, va rester la propriété, mais qui est minée de l'intérieur. Regardez comment, par exemple, la multiplicité de couples ou de gens pacsés, etc., qui achètent ensemble un bien, un logement, et puis, vous savez, qu'on reste un Français sur deux divorce au bout de, je ne sais pas, 7 ans et 3 mois. Plus exactement le chiffre exact. Mais ça signifie que, justement, il va falloir se débatouiller par rapport à ce bien que l'on a acheté. Donc, il y a des... Vous voyez ce que je dirais, moi? Il y a des propriétés successives. C'est plus la propriété in aeternum, qui était constitutive du modèle bourgeois et du modèle moderne. Si vous avez bien compris, ce que j'appelle moderne, c'est bourgeois, qui est bourricot, donc de ce point de vue. Mais au contraire, quelque chose qui va mettre l'accent sur des éléments successifs. Voilà, donc c'est beaucoup plus délicat à gérer. Mais on rentre là, encore une fois, dans un moment qui va être un moment, de mon point de vue, enthousiasmant, où on ne va pas être possédé par ce que l'on croit posséder, parce que c'était ça, Baudrillard avait bien analysé ce processus-là, mais au contraire, où on va jouer avec ce que l'on possède, les appartements. Oui. Et donc varier, les variations. Les variations. Dans la première partie, on a commencé à parler un peu d'aménagement du territoire, et j'aimerais vous entendre, parce que j'ai découvert dans cette émission, vous voyez que je n'ai pas trop bien préparé finalement, que vous aviez un petit passé d'urbaniste de quelques mois ou quelques années, il faudra le préciser, mais en tout cas, ça vous est resté. Et j'aimerais vous entendre sur l'opposition vie rurale, vie urbaine, qui a été... Alors, pendant le Covid, alors déjà avant, c'était un sujet, pendant le Covid, un gros sujet, et c'est un sujet qui est en train de plus en plus d'émerger.
Quel est votre point de vue sur cette dualité? Parce que j'ai le sentiment qu'on est en train de se rappeler que notre culture est née d'une relation étroite avec la nature. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors tout d'abord, puisque vous m'invitez, je vous embête un peu quand même. Faites bien, c'est fait pour. Bon, il est des mots que je n'aime pas, vous l'avez compris, dualité en est un. Ou plus exactement, la dualité est ce qui a bien marqué la modernité. La dichotomie, la culture, la nature, le corps, l'esprit, etc. etc. Mon maître Gilbert Durand appelait cela le principe de coupure. C'est la grande idée hegelienne de la séparation. C'est la grande idée de la Spaltung, de la coupure de chez Freud, etc. Donc moi, je considère que ça a été, en effet, c'était une belle idée pour penser la modernité. Ce n'est plus le cas actuellement. La dichotomisation n'existe plus. Et par contre, il va y avoir, à bien des égards, une conjonction. Alors, par rapport à votre question essentielle, je dirais qu'il va y avoir une multiplicité de villages au sein des villes. Voilà mon hypothèse fondamentale. C'est ça, le partage d'un goût. Oui. Donc, une série... Alors, c'est le mot comme ça qui revient. C'est intéressant, ce mot. Le quartier. Avec toute la connotation empathique qu'il y a dans l'idée même de quartier, avec les connivences, les partages, les solidarités. Vous voyez, des éléments de cet ordre. Alors, le terme que nous utilisions à l'époque, je ne sais plus maintenant ce qu'il en est, c'est rurbanité. Et cette rurbanité, c'était justement dépasser la dichotomie vie rurale, vie urbaine, mais de se rendre compte que, en effet, moi, dans cette métaphore que j'ai proposée, les jungles de pierre, qui sont les grandes mégapoles, qu'on le veuille ou non, il va y avoir de plus en plus de ces rurbanités. Vous voyez, encore une fois, qui est une autre manière moins chic de dire le quartier, dans le sens simple du terme, avec, je dis bien, cette espèce de connotation très forte qu'il y a dans le quartier. Moi, j'ai vécu dans un petit village de Cévenol, et dans ce petit village de rien du tout, il y avait des quartiers, si vous voulez, où s'exprimaient les solidarités, les bagarres et tutti quanti, des éléments de cet ordre. Moi, c'est un peu cette hypothèse-là qui va être, donc non plus cette opposition, vie rurale, vie urbaine, mais au contraire, une autre manière, en quelque sorte. On n'a pas de ce mot en français. Moi, j'ai proposé de prendre ici une belgitude. L'entièreté. L'entièreté, qui est ce qui vient de la mystique rhénane, Ganzheit, etc. Et pour moi, c'est cette entièreté qui est en jeu actuellement. Voilà. Mais si je pousse la logique de quartier à l'extrême, est-ce qu'on risque pas après de recouper en petits morceaux ce lien social qui fait ce que sont les villes, c'est-à-dire recréer des mini-ghettos avec des gens, alors j'utilise le mot exprès pour vous embêter, avec des conjonctions de pensée, des conjonctions religieuses, c'est-à-dire qu'après des gens qui s'enferment un peu dans leur quartier, comme on peut le retrouver à New York par exemple, avec des quartiers qui sont très fermés et qui parfois s'opposent les uns aux autres. Est-ce que c'est pas le risque finalement? Le risque ne me dérange pas. D'accord. D'abord. Il y a du risque, oui, bien sûr. On vit dans un moment qui est encore une fois tragique. Le tragique, c'est que, vous savez, en opposition au drame, au dramène, il y a une solution. Le tragique, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Voilà, tragos, c'est quelque chose qui est ainsi. Pour moi, la postmodernité est tragique, alors que la modernité était dramatique. La dialectique, thèse, antithèse, synthèse. Et voilà le mot que je vais vous proposer à la réflexion, qui n'est pas de moi d'ailleurs, qui vient de fort loin, qui vient du cardinal Nicolas de Cuse, Coincidentia oppositorum. Et mon maître Gilbert Durand a repris cette idée en parlant d'une logique contradictorielle. Voilà, c'est un peu difficile à dire, mais la logique contradictorielle, c'est le fait que le contraire ne se dépasse pas en synthèse. Et pour moi, il va y avoir un contradictoriel dans l'habitat. Alors bien sûr, pourquoi pas dire ghetto? Moi, ça ne me gêne pas, je n'ai pas peur des mots, des fétiches. J'ai aucun fétichisme en la matière. Mais en gros, c'est quelque chose qui vient avec l'accent. C'est un terme que nous n'avons pas en français, qui est proposé par l'école de Palo Alto en Californie, la proxémie. Oui. La proxémie, ce qui est important, c'est le proche. Vous voyez, c'est à partir de là, cette idée de proxémie, que se constitue ce que j'ai appelé tout à l'heure, cette mosaïque, que se constitue le contradictoriel. Mais on peut penser que puisse exister justement une manière d'être ensemble, puisque c'est ça votre propos. C'est ça, une manière le d'être vivre ensemble. Voilà, vivre ensemble, j'aime pas ce mot, mais enfin, être ensemble, je préfère le Zusammensein, être ensemble et pas le vivre ensemble, qui me déplaît à plus d'un titre. Mais disons que dans cet être ensemble, on peut penser que il ne va pas reposer sur le dépassement de la tension, mais sur le maintien de la tension. J'ai visité ce matin encore la cathédrale de Strasbourg et regardez comment la voûte de la cathédrale repose sur la tension des pierres les unes sur les autres. Vous voyez, c'est pas un dépassement de la tension. Ça, ce serait la dialectique. La tension, vous l'écrivez en deux mots. La tension, oui, puis tension, la tension. En un mot. Tendu, en un mot, pardon. C'est-à-dire le fait qu'il y a quelque chose sur la durée à partir
de l'opposé, si je puis dire. Oui. C'est ça l'idée de coïncidence, disons-le en français, des opposés. Dites-le en latin, je traduirai. Voilà, coincidentia oppositorum, moi c'est une belle idée qui me plaît beaucoup, c'était la mystique rhénane. Voilà, et donc c'est ce que j'appelle actuellement l'idéal communautaire en gestation. On n'est plus dans l'idéal démocratique qui a marqué la modernité. L'abstentionnisme en est une forme paroxystique, bien évidemment. Mais j'ai proposé dans, je ne sais plus lequel de mes livres, j'écris tôt, c'est évident, mais enfin disons que dans un de mes livres, j'ai proposé cette idée d'idéal communautaire en gestation. Je dis bien idéal communautaire en gestation. Et cet idéal communautaire, ben voilà, on va tant bien que mal, il va falloir s'ajuster. La communauté, c'est pour le meilleur et pour le pire. Les tribus, c'est ça. C'est une autre manière de dire les tribus. Mais après tout, on peut penser qu'il puisse y avoir des villes. Moi, quand je vois là où j'habite, à Paris, ben, il y a des quartiers, il y a des territoires, il y a des tensions, il y a des ghettos. N'ayons pas peur du mot, pourquoi pas, employons ce terme-là. Mais il est possible, si vous voulez, que au-delà de ce qui a été la grande marque de la modernité, l'uniformisation. Auguste Comte, qui est cette espèce de fou génial, qui est mon compatriote de Montpellier, disait « reductio ad unum ». Pour définir la société, on réduit à l'un. Là, non, là, il va y avoir de l'altérité. Il y a de l'altérité, vous avez compris, pour le meilleur et pour le pire. Oui. Mais en même temps, c'est ainsi, il va falloir se dépatouiller avec ça. Voilà. Alors, on va conclure cette deuxième partie avec se dépatouiller avec ça. Et puis, on va donner rendez-vous tout de suite aux auditeurs pour la troisième et dernière partie de cette interview. Pour cette troisième et dernière partie, j'aimerais citer un passage que j'ai trouvé dans votre livre « L'ère des soulèvements ». J'aime bien parce que j'ai vu Bernard Pivot le faire tellement à la télé, je me suis dit un jour, j'y arriverai aussi. Je cite « L'analyse propre à la postmodernité constate-t-elle avec lucidité le renouveau de la notion de limite ? La frontière, le territoire, le terroir redeviennent d'actualité. Le lieu fait lien. » Vous évoquez aussi deux notions, l'enracinement dynamique et la ville-jungle. J'aimerais vous entendre sur ces thématiques et notamment cette phrase qui m'a touché parce qu'elle fait sens pour moi, c'est « le lieu fait lien ». Vous pourriez bien nous développer ce concept ? Enfin, concept, si je peux l'appréhender. J'aime pas les concepts. Ouais, j'étais sûr que vous allez me dire quelque chose pareil. J'aime les notions. Quand j'étais jeune, j'allais à Stuttgart et il y avait l'usine de Mercedes. Vous savez, le slogan de Mercedes, c'était « Mercedes a un Begriff ». Mercedes a un concept. J'ai dit, je laisse le concept aux métallurgistes. D'accord. Je m'intéresse davantage les notions, les allégories. Alors, attaquons cette notion. Alors, cette notion, vous m'avez dit quelle notion de le lieu fait lien, l'enracinement dynamique et la ville-jungle. Voilà, on va y revenir. Ce que j'ai indiqué, si vous voulez, c'est que c'est l'importance de l'espace et puis du temps. Voilà, c'est en ce sens que le lieu fait lien. C'est plus simplement quelque chose qui est lointain. C'est un terme qui va devenir de plus en plus important, le localisme. Où je disais à l'école de Palo Alto, la proxémie. La proxémie, c'est une relation entre l'environnement naturel et l'environnement social. Vous voyez, quelque chose qui rappelle tout simplement, et voilà ce à quoi ça m'a fait penser, au fait que la plante humaine, tout d'un coup, s'est rappelé qu'elle était une plante et qu'elle avait besoin de racines pour croître. Voilà. Et donc, c'est ce que j'appelais l'enracinement dynamique. Cet oxymore, c'était pour rendre attentif au fait qu'au-delà uniquement du temps, là-bas, un peu plus loin, etc., vous saurez réaliser la société parfaite, on vivait tant bien que mal ici et maintenant. Voilà. Donc, c'est ça le lieu fait lien, c'est l'importance du local, des racines, de l'enracinement. Et pour moi, c'est l'élément qui va être de plus en plus déterminant. Mais qui dit cela renvoie à des thèmes que vous avez soulignés, la frontière, la limite. On a dit depuis tout à l'heure, le territoire, par exemple, bien évidemment. Vous voyez, il y a encore un mot latin. Allez-y. La détermination. On est déterminatio, en latin, chez les latins, c'était la frontière, c'est-à-dire ce qui délimitait le champ par rapport à l'indéfini du désert. C'est ce qui faisait qu'il y avait du blé, en quelque sorte. Donc, c'est parce qu'il y avait de la limite qu'il y avait de la vie. Alors que, justement, ce qui était illimité, indéterminé, qui n'avait pas de détermination, n'existait pas. Il n'y avait pas de vie à ce moment-là. Voilà, moi, ce qui me paraît revenir actuellement. Cette idée, encore une fois, de frontière, de limite, et qui va s'exprimer, encore une fois, dans l'enracinement, et qui va s'exprimer dans ce que j'ai appelé les jungles de pierre, que sont nos mégapoles. Je ne sais pas si je vous réponds, mais voilà. Je comprends, oui, tout à fait. Et j'aimerais vous relancer sur cette notion d'urbanisme, d'aménagement du territoire. Finalement, quelles vont en être les conséquences selon vous ?
un urbanisme empathique. Voilà Vous pourriez développer? je ne sais pas si je peux développer. Lisez mes livres. Je les ai lus, mais les auditeurs, ils n'ont pas tous lu. Non, mais et en plus, mes livres sont très ennuyeux à lire. Donc, de toute façon, ne prenez pas du temps à lire ces livres-là. Mais enfin, moi, je les ai écrits. Quand je dis empathique, c'est justement ce que l'on essaie de dire depuis tout à l'heure. C'est-à-dire où ce ne sera plus simplement la raison qui va prédominer, mais au contraire, le partage des affects, des sentiments, des passions. Ce néologisme qu'on en emploie en français, qui n'est pas dans le littré, qui est l'émotionnel. C'est ça l'empathie, fondamentalement. Et quand la philosophie allemande et précisément Max Weber parle de l'émotionnel, c'est pas une caractéristique psychologique. Là, je suis émotif. Mais l'émotionnel, c'est une ambiance dans laquelle on baigne. Voilà ce que j'appelle un urbanisme empathique. C'est-à-dire que de plus en plus, on va rechercher des ambiances dans lesquelles je me sens bien, fondamentalement. Je vous ai dit, c'est ça le quartier, fondamentalement. Oui. C'est ça la proxémie. Et c'est ça qui fait qu'on va... Et c'est en ce sens que mon image des tribus est une métaphore et pas un vrai concept. Les ethnologues me l'ont reproché. C'est-à-dire que pour moi, on va passer d'une tribu à l'autre. On va virevolter. Alors que la tribu classique, on est d'une tribu d'un sens sur la longue durée. Là, c'est pas le cas. On va virevolter. Je suis maintenant le professeur bon chic, bon genre avec la vêture ad hoc, et ce soir, je traînerai dans les boîtes malfamées de Strasbourg avec une autre vêture. Voilà ce que j'appelle, si vous voulez, des recherches d'ambiance et des sincérités successives. Je ne sais pas si je me suis bien comprendre. C'est ça, si vous voulez, le fait qu'on ne peut plus penser une politique de la ville d'une manière verticale qui vient du haut, mais pour moi, c'est ça la topique qui est en train de changer, l'horizontalité. Le fait que d'une certaine manière, avec d'autres, je vais vivre ceci à tel lieu, demain, telle autre chose dans tel autre lieu, etc. etc. La notion, elle est facilement compréhensible, elle est plus difficile à traduire quand on est un élu et qu'on doit penser sa ville, parce que la notion d'ambiance, comment la percevoir pour qu'elle se concrétise, et moi je me la projette en tant que constructeur de logement, elle est aussi difficile, parce qu'on ressent les choses, mais on le fait en fonction de soi. Donc, est-ce que c'est pas un petit peu tronqué? C'est sa propre perception de l'ambiance ou de la conception de cette notion d'ambiance. Et c'est cette traduction qui est difficile à mettre en œuvre. C'est peut-être pour ça que les politiques de la ville ont, pour une grande majorité, échoué. Il va falloir que vous débrouilliez avec ça, cher ami. Ouais, mais j'ai bien compris que là, vous n'aviez pas Non, c'est ça. Pas grand-chose à dire, sinon que, de toute façon, il faut renifler quelque chose. Voyez. Et vos aménageurs, ou je ne sais plus trop, les responsables, etc., sont, de mon point de vue, totalement déphasés. C'est pour ça qu'ils vont être obligés. Et de plus en plus, on voit bien qu'ils sont obligés de s'ajuster à ce qui est là. Vous voyez, deux logiques. La modernité, Nietzsche l'a bien montré, c'est la logique du devoir-être, ce que devrait être le monde, ce qu'on aimerait qu'il soit, ce qui pourrait être, etc., etc. Une autre logique, moi celle que j'ai mis en place, enfin la phénoménologie dans la perspective heideggerienne, c'est ce qui est. Et il faut que le pouvoir s'ajuste à la puissance populaire. Le pouvoir institué doit s'accorder à certains moments à l'instituant. Voilà. Et donc, du fait, c'est difficile, cette dimension empathique, l'importance de l'ambiance, etc. Mais de plus en plus, ces jeunes générations vont vivre cela. Et dès lors, à certains moments, ils vont imposer cela. Puisque c'est eux qui... On ne peut pas tous les tuer, ces jeunes. Je ne sais pas. Enfin, disons que si tant est qu'on le fasse, on aurait des ennuis. Par contre, il va falloir s'ajuster à ces jeunes générations qui constituent la société de demain et, de mon point de vue, déjà la société d'aujourd'hui. Donc oui, il faut s'ajuster. Oui, il faut que le pouvoir s'accorde à la puissance. Voilà. Et on est dans un moment où c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Alors, transition toute trouvée pour cette dernière question. Est-ce que vous pensez que nos élites soient à la hauteur justement des enjeux liés à l'habitat, à l'urbanisme, à l'aménagement du territoire, et peut-être plus largement, parce que je sais que vous n'allez pas vous limiter forcément aux 2-3 thèmes que je viens de vous donner sur les élites. Parce que là, vous avez des choses à dire. Bof. Ah si. Ah si. Oui, j'ai écrit avec cette pauvre dame-là qui est mon épouse, Hélène Schroll, un livre qui s'appelle « La faille des élites ». Elle est tout ce que je vais, Hélène, d'une certaine manière. Elle est énarque, rationaliste, en fait, tout ce que je ne suis pas. Mais elle est alsacienne, c'est ce qui me plaît énormément. Voilà. Ça sauve le coup, vous allez me dire. De ce point de vue, c'est parfait. Mais dans « La faille des élites », on a montré que, justement, elle en étant, puisqu'elle est énarque, d'une certaine manière, moi je ne suis rien du tout, mais on a montré que ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, c'est ça les élites. Pouvoir de dire et de faire, politique,
experts de tout genre, journalistes, hauts fonctionnaires, etc., à certains moments restent sur les grandes valeurs modernes, en gros. Ils font des incantations. On chante quelque chose dont on n'est pas convaincu. C'est ça l'incantation. Hein. Moi, je dis toujours, on ne parle jamais autant d'amour que dans un couple qui va se séparer. Voilà une incantation. Et eux, ils continuent à nous seriner toute une série de choses, de la démocratie, valeurs républicaines, laïcité et autres fredaines de cet ordre. Et du coup, ça ne marche pas, ça. Et on voit bien l'abstentionnisme important qui est en jeu actuellement. Ce qu'on n'ose pas dire, c'est que dans les 52% d'abstention, il y a 84% de ces jeunes générations de 18 à 34 ans qui ne votent pas. Et ce qu'on n'ose pas dire, c'est que, outre cela, il y a entre 3 et 4 millions de non-inscrits sur les listes électorales. Voilà quelque chose qui fait qu'il y a une faillite des élites. Voilà quelque chose qui fait que, d'une certaine manière, moi, aucune de mes filles est inscrite, par exemple. Vous voyez, ce pour dire que, et pas que ça, nombre de mes étudiants sont de même ordre. Voilà, c'est là qu'il y a une faillite, c'est-à-dire quelque chose qui n'est plus en phase avec l'esprit du temps, hein, qui est désaccordé. Et on est dans ce moment tragique, à mon avis, où il y a cette espèce de désaccord qui fait qu'un président de la République, un député, représente 10% de la population. On n'est plus dans la représentation. Cette grande dame de la pensée qui était Hannah Arendt, quand elle parlait de la représentation, de l'idéal démocratique, elle disait « J'ai une représentation philosophique, j'arrive à vous convaincre, vous me donnez votre voix, il y a une représentation politique. » Comme il n'y a pas de représentation philosophique, comme il n'y a plus d'idées, un grand système qui ont failli, du coup, il y a une désaffection. Donc les élites, c'est fini. Les élites actuelles. Vous avez compris que, de mon point de vue, chaque société a besoin d'élites. Pareto, Vilfredo Pareto, ce sociologue, parlait de la circulation des élites. Nous sommes dans un moment de circulation des élites et il faut les chercher sur les réseaux sociaux, les blogs, les forums de discussion. Qui, pour moi, c'est ça la vraie définition de la postmodernité, synergie de l'archaïque et du développement technologique, c'est-à-dire la démultiplication des effets archaïques, arché en grec, ce qui est premier et ce qui est fondamental, plus la cyberculture. Voilà ma réponse, c'est-à-dire que les élites actuelles ne sont plus en phase, ça sera de plus en plus déconnecté. Par contre, il y a lieu d'être attentif à ce qui pousse, ce qui arrive, ce qui croit, ce qui fait à bien des égards l'autorité de la société de demain. Bon. Donc c'est sur ces mots de conclusion plutôt optimistes, parce que je l'ai senti pessimiste, mais vous avez bien récupéré votre conclusion. Un grand merci, Michel Maffesoli, d'être venu spécialement pour nous voir dans cette émission Igloo on Air. Vous voyez, vous disiez, je ne sais pas ce que je vais pouvoir raconter sur l'habitat et le logement. Finalement, on ne vous arrête plus. Merci encore, j'étais vraiment ravi de vous rencontrer. On retrouve Igloo on Air, le Mac de l'habitat, alors sur toutes les plateformes de podcast, évidemment sur la plateforme de podcast de Top Music qui nous héberge, et on les remercie encore chaleureusement, sur la chaîne YouTube, enfin on nous retrouve partout sur la web radio, et je vous invite à nous suivre pour les prochaines émissions. Merci, à bientôt, ciao.